Du TP numéro 3 concernant l'explosimétrie. Donc un explosimètre, en voilà un, qui est un explosimètre Draeger, ancienne génération. Voilà. Un deuxième explosimètre, Draeger lui aussi, deuxième génération. Ces appareils sont utilisés par les sapeurs-pompiers, bien sûr, pour détecter si une atmosphère est explosive ou pas, mais aussi en entreprise, par exemple GDF ou une entreprise qui aurait un risque de présence d'ammoniac, par exemple, qui est un gaz non seulement toxique mais aussi inflammable. C'est un moyen de détecter une fuite éventuelle d'un tel gaz. Alors, sur un explosimètre comme celui-ci, les cellules sont relativement bien visibles. On va avoir, sur un tel appareil, on va avoir 4 emplacements de cellules, une cellule explosimétrique qui aura toujours cette allure-là, et puis 3 cellules de mesure de concentration de gaz qui auront, elles, toujours cette allure-là, les 3 pastilles blanches qu'on voit ici. Au niveau de l'affichage, on voit apparaître dans l'ordre l'affichage qui concerne l'explosimétrie, et puis l'affichage qui concerne les concentrations pour les 3 cellules qui sont concernées, qu'ici on a placées dans l'appareil. Donc une cellule de concentration en dioxygène, une cellule de concentration en monoxyde de carbone et une cellule de concentration en acide cyanhydrique. Alors, quel pourcentage de la LIE, du gaz inflammable, se trouve l'atmosphère qu'on est en train de tester. Je rappelle que la zone d'inflammabilité en termes de concentration en gaz inflammable se situe entre la limite inférieure d'explosivité et la limite supérieure d'explosivité. La cellule explosimétrique, elle, indiquera 100% si je me trouve à la LIE, 50% si je me trouve à une concentration qui est égale à la moitié de la LIE. Comment fonctionne une cellule explosimétrique ? La cellule explosimétrique qui est placée dans cet appareil-là fonctionne de la manière suivante. On a un filament sur lequel on va venir oxyder le gaz inflammable qui est contenu dans la pièce. Cette oxydation va dégager de la chaleur. Et cette chaleur va modifier, ce dégagement de chaleur va modifier la température au voisinage du filament et changer la résistance de ce filament. En comparant la résistance du filament qui est soumis au gaz inflammable et le même filament non soumis à un gaz inflammable, on va pouvoir accéder à ce fameux pourcentage de la LIE qui est indiqué donc par l'explosimètre. Il est donc important de calibrer une cellule explosimétrique parce que tous les gaz ne vont pas se comporter de la même manière et pour une même quantité de méthane ou de propane, la quantité de chaleur dégagée ne sera pas la même, donc la modification de température ne sera pas la même et par conséquent la résistance du filament ne sera pas la même non plus. Donc, généralement, on calibre une cellule explosimétrique sur un gaz précis, qui est généralement soit le gaz le plus fréquemment rencontré, donc par exemple un explosimètre qui serait utilisé par un employé de Gaz de France sera calibré sur du CH4, voilà. Soit, parce que c'est le gaz le plus fréquemment rencontré, soit on le calibre sur le gaz qui va donner l'indication la plus forte possible. Autrement dit, celle qui va aller vers plus de sécurité, une indication la plus alarmiste possible. Voilà. C'est le choix du gaz de calibrage s'effectue sur ces critères-là. Donc, si j'ai une cellule explosimétrique qui est calibrée sur du méthane, voilà, le méthane a une LIE de 5%. Et si, dans la pièce, j'ai une concentration de 2,5%, la cellule explosimétrique m'indiquera 50%. Voilà. Si j'ai une concentration dans la pièce
qui est égal en méthane qui est égal à 1%, ce que m'indiquera la cellule explosimétrique, c'est 20%. Maintenant, que se passe-t-il pour une cellule qui a été calibrée sur du méthane et que l'on teste sur un autre gaz que le méthane, sur un gaz autre que le méthane? Eh bien, dans ce cas-là, on va être obligé, pour convertir, entre guillemets, le pourcentage qui est indiqué par l'appareil, si l'appareil est calibré sur du méthane, pour le convertir en pourcentage de la LIE du gaz qu'on est en train de tester, on va utiliser une courbe d'étalonnage. Donc ça va nécessiter de faire une opération d'étalonnage. C'est tout l'objet du TP que vous allez développer. Effectuer un étalonnage sur de l'acétone, sur du gaz acétone. Donc si je récapitule, j'ai une cellule explosimétrique qui est calibrée sur du méthane, et je voudrais savoir si je fais une mesure sur une atmosphère qui contient du gaz acétone, de la vapeur d'acétone, eh bien, comment je convertis ce pourcentage indiqué de la LIE du CH4, comment je le convertis en pourcentage de la LIE de l'acétone. Donc, pour ça, on va mettre en place un protocole que je vais maintenant décrire. Description du protocole concernant l'étalonnage pour les vapeurs d'acétone de la cellule explosimétrique calibrée sur du méthane. Donc la première étape va consister à faire le vide dans le flacon qui est ici, parce qu'on a deux méthodes pour faire de la vapeur d'acétone. L'acétone à pression et température ambiante et sous forme liquide. Si je veux avoir de l'acétone sous forme gazeuse dans le tricol qui est ici, soit j'injecte de l'acétone liquide et je chauffe le solvant de manière à l'évaporer, soit je fais le vide dans le flacon et j'injecte l'acétone liquide. Comme la pression de vapeur saturante diminue lorsque la pression diminue, eh bien, on évaporera de cette manière-là l'acétone. Là, c'est la deuxième solution que nous avons choisie. L'acétone étant un solvant, on évite le chauffage à la flamme d'un solvant. On s'évite ainsi le chauffage à la flamme d'un solvant. Donc, pour faire le vide dans le tricol qui est ici, on va ouvrir le robinet numéro 1 et mettre en route la pompe à vide qui est là. On va effectuer un vide de 3 minutes. Donc, dès que vous déclenchez la pompe pour faire le vide, vous déclenchez le chronomètre. Voilà, et vous faites un vide pendant 3 minutes, ce qui vous laisse largement le temps, parallèlement, de faire un prélèvement d'acétone. Ensuite, on va faire une expérience. L'expérience, le protocole est relativement simple. On va injecter un volume connu d'acétone liquide dans le flacon. Vu qu'on connaît le volume d'acétone liquide, on est capable de calculer le nombre de moles d'acétone que j'ai introduit. Donc, de calculer la concentration en acétone dans le tricol. Ça, c'est ce qui va constituer ce qu'on va appeler le pourcentage vrai de la LIE de l'acétone. On effectuera, dans un deuxième temps, on effectuera un prélèvement avec l'explosimètre, ce qui nous conduira à obtenir le pourcentage mesuré d'acétone. On aura donc un couple de valeurs, pourcentage vrai, pourcentage lu, et on va effectuer ce type de mesure sur 5 volumes d'acétone liquide injecté. On aura donc 5 points de mesure sur une courbe où en abscisse on tracerait le pourcentage vrai et en ordonnée le pourcentage lu. Ça c'est sur le principe du protocole. Maintenant, comment je m'y prends de manière pratique? Donc, vous allez mettre un petit volume d'acétone dans un bécher, et puis ensuite,
voilà, vous allez, avec cette micro-seringue, prélever de l'acétone liquide. Donc, le premier volume qui est conseillé dans le topo, c'est de prélever 100 microlitres. Donc, voilà. C'est affreux, je vois plus rien. Je vois plus. Généralement, moi je procède de la manière suivante. Je laisse une petite bulle d'air de manière à avoir un ménisque qui est relativement net. Voilà. Donc là, ici, dans cette micro-seringue, j'ai 100 microlitres de prélevé. Une fois que le temps de vide est suffisant, on ferme le robinet qui est ici et on arrête immédiatement la pompe. Voilà, pensez à arrêter immédiatement la pompe, sinon vous risquez de fatiguer la membrane. Une fois que la pompe est arrêtée et que vous avez fermé le robinet et que la pompe est arrêtée, le flacon ici est un récipient entièrement clos, donc il suffit que j'injecte maintenant le liquide qui est contenu dans la micro-seringue dans la membrane en perçant la membrane qui est ici. Donc vous tenez l'aiguille de manière, vous allez tenir l'aiguille de manière à ne pas la tordre et vous y allez franchement, voilà. Ce que vous voyez ici, c'est une coulure. Le rôle du sèche-cheveux est double. D'une part, finir d'évaporer le peu de liquide restant. Et deuxièmement, en chauffant à la base, amorcer un mouvement de convection de manière à homogénéiser la concentration en acétone dans le flacon. Une fois que le liquide est fini d'évaporer, on peut réintroduire de l'air dans le flacon. Alors, il y a deux raisons à ça. La première raison, c'est que la cellule explosimétrique ne peut fonctionner que sous une atmosphère, dans une pression de 1 atmosphère. Et la deuxième raison, c'est que comme on veut qu'il y ait une oxydation sur le filament, il faut impérativement qu'il y ait présence d'oxygène, d'une quantité de dioxygène suffisante. Donc, pour ça, vous ouvrez le robinet numéro 2. Tant que vous entendez l'air pénétrer, vous laissez le robinet ouvert. Voilà. Et la vanne, vous la refermez dès que vous n'entendez plus l'air pénétrer. Quatrième étape, donc, elle consiste à prélever à l'aide de l'explosimètre par pompage. Donc la pompe est ici directement reliée à l'entrée numéro 3 du tricol. Donc pour ça, ce n'est pas très compliqué. Vous placez la pompe sur l'explosimètre. Vous placez l'interrupteur qui est ici de off à on. Et parallèlement, vous ouvrez le robinet numéro 3. Vous ouvrez le robinet numéro 2 et vous déclenchez votre chronomètre tout en surveillant la concentration, ici, pourcentage de la LIE en CH4. Vous lirez la valeur qui est indiquée au bout d'une minute. Les sonneries que vous entendez, la sonnerie qu'on entend ici est l'alarme numéro 2. Cette alarme numéro 2 n'est pas acquittable. L'alarme précédente, comme vous avez pu le constater, j'ai pu l'arrêter en appuyant sur le bouton qui sert à acquitter l'alarme ici. Voilà. La valeur ici indiquée, au bout d'une minute, était donc de 47%. C'est la valeur du pourcentage lu que nous retiendrons pour le volume injecté de 100 microlitres. Alors, ça c'est l'exemple qui est donné ici. Vous répéterez ce même protocole. Pour les volumes suivants d'acétone à introduire
130 microlitres, 160 microlitres, 200 microlitres et 250 microlitres. Entre deux essais, vous penserez à purger le ballon de l'atmosphère précédente. Pour ce faire, c'est pas très compliqué, vous ouvrez les deux vannes 1 et 2 et vous mettez en route la pompe. Concernant le graphe que vous allez avoir à tracer une fois que vous aurez fait vos 5 mesures, d'accord, mesure de concentration pour un volume d'acétone liquide introduit de 100 microlitres, puis 130, puis 160, 200 et 250 microlitres. Vous allez, pour chacun de ces volumes-là, calculer le pourcentage vrai. Ça se détermine par calcul. Le pourcentage lu sera le pourcentage que vous lirez sur l'explosimètre au bout d'une minute. En réalité, comme au fur et à mesure où vous prélevez avec la pompe reliée à l'explosimètre l'atmosphère qui mélange les vapeurs d'acétone et l'air, en même temps vous faites le vide. Enfin, vous aspirez une partie de cette atmosphère-là, donc vous diminuez la pression à l'intérieur et donc la concentration à l'intérieur de la cellule. Pour prendre en compte cette diminution de la concentration, donc si je fais un schéma simple, au début de votre mesure, la concentration en acétone est C. Au bout d'une minute, la concentration C' est inférieure à la concentration C, vu que j'ai aspiré un mélange air-acétone, et comme la vanne numéro 2 est restée ouverte, que je remplace, ce que j'aspire est remplacé par de l'air. Donc je diminue la concentration. Le débit de la pompe a été mesuré et il est de 0,5 litres par minute. La concentration C' au bout d'une minute est donc de 5,5 sixième de la concentration que j'avais au départ. Le pourcentage qui m'intéresse, c'est le pourcentage de la LIE, lu, que j'aurais eu si ma cellule avait eu un temps de réponse infiniment bref au tout départ de ma mesure. Celui-ci, c'est celui qui m'intéresse et que je vais appeler pourcentage lu prime. Celui que je mesure, pourcentage lu. Pourcentage lu. Celui que je mesure au bout d'une minute, c'est celui que je vais appeler pourcentage lu prime. Et le pourcentage lu étant proportionnel à la concentration, ce que je lis au bout d'une minute est égal à 5,5 sixième de ce que j'aurais eu si j'avais eu, au tout départ, si j'avais eu une cellule à temps de réponse infiniment bref. Comme ce qui m'intéresse, c'est cette valeur-là, eh bien je peux remonter à cette valeur-là en disant que le pourcentage lu est égal à 6, 5,5e de ce que je lis au bout d'une minute. Et c'est bien ce pourcentage-là que dans le topo on appelle pourcentage lu corrigé, que vous prendrez en compte pour le tracé de votre courbe de réponse. Votre courbe de réponse, d'accord, prendra en abscisse le pourcentage vrai calculé et en ordonnée le pourcentage lu corrigé qui prend en compte à la fois la mesure et puis la petite correction dont je viens de parler.
explosimétrie, vous aurez à faire des mesures de concentration de gaz toxiques ou de gaz polluants. Donc, vous verrez dans ce TP-là deux outils de mesure. Premier outil de mesure, eh bien, l'appareil que je vous ai montré tout à l'heure, l'explosimètre que je vous ai montré tout à l'heure, qui contient aussi des cellules, qui peut aussi se voir installer des cellules de mesure de concentration en gaz toxique ou en gaz polluant. Premier appareil. Et puis, deuxième appareil, moins coûteux et peut-être plus simple à mettre en œuvre sur le terrain parce qu'il ne nécessite pas une autonomie électrique, ce sont ces tubes colorimétriques. Donc ces tubes colorimétriques, en fait, sont utilisés lorsqu'on connaît le polluant auquel on a affaire. Donc, ce tube contient un réactif qui va réagir avec le toxique ou le polluant en question. On va faire passer l'atmosphère qui contient ce toxique ou ce polluant dans le tube en question à l'aide d'une pompe manuelle ou d'une pompe électrique d'ailleurs. Et ensuite, le polluant ou le toxique, en passant dans le réactif, va changer la couleur du réactif en question. Et selon la quantité de réactif qui aura changé de couleur, eh bien, on pourra avoir accès à la concentration en gaz polluant. Les indications de ces tubes sont toujours en ppm, partie pour million. La mise en œuvre est relativement simple. La mise en œuvre de ces tubes est relativement simple. Ces tubes étant en verre et fermés aux deux extrémités. La première des choses qu'il faut faire, c'est casser les deux extrémités. Donc pour ça, vous utiliserez cet appareil-là. Voilà. Donc vous préparez votre tube. Ce tube-ci, avec le réactif gris, est un tube qui mesure des concentrations faibles en dioxyde de soufre. Donc, pour provoquer, pour utiliser ce tube, on va provoquer un dégagement de dioxyde de soufre par mélange de bisulfite de sodium et d'acide sulfurique. Alors, les concentrations en bisulfite et en acide sulfurique ont été calculées pour que la stoichiométrie soit équivalente. Vous commencez par prélever 5 ml de bisulfite. Et puis ensuite, vous mélangez avec 5 ml d'acide sulfurique. Vous insérez le tube dans le sens de la flèche dans la pompe et vous pompez un nombre de fois qui est indiqué sur le tube. Ici, 2 indications sur ce tube-ci, 10 coups de pompe, voire 20 coups de pompe. Sur certains tubes, comme celui-ci, on a la possibilité de pomper 10 coups de plus si, au bout des 10 premiers coups de pompe, la concentration est trop faible. Avant de redonner un coup de pompe, vous attendez bien que la chaîne qui est sur la pompe, ici, soit bien tendue. 9 ou 10, je sais pas. Une fois les 10 coups de pompe donnés, vous lisez
la concentration sur l'échelle n égale 10. Donc ici, on voit que la concentration est aux environs de 15 ppm. Entre 10 et 15 ppm. Une fois l'expérience terminée, vous versez vos déchets dans le flacon qui est prévu à cet effet. Les tubes Draeger après utilisation seront placés dans le bidon prévu à cet effet. Le deuxième essai de mesure de toxique se fera sur du formaldéhyde, pour lequel on vous demandera de ne faire aucune manipulation autre que l'ouverture du flacon. Donc vous mesurerez la concentration au-dessus du flacon. Pour la mise en œuvre de ce tube-là, la mise en œuvre est légèrement différente. Là encore, on a un tube qui prévoit le sens de passage de la flèche. Donc le tube sera introduit dans la pompe dans le sens de la flèche. On doit là encore casser les deux extrémités. Mais sur ce tube-ci, il faut aussi casser le tube au niveau du trait qui est ici indiqué, de manière à libérer le gel qui est ici au milieu du tube. Donc on casse les deux extrémités, et pour casser le tube qui est au milieu, vous le mettez ici et vous faites levier. Donc vous l'introduisez toujours dans la pompe manuelle dans le sens de la flèche. Vous ouvrez le flacon de formaldéhyde et vous pompez un nombre de fois qui est indiqué sur le tube, n égale 5. Là encore, il vous sera demandé de bien attendre que la chaîne soit tendue avant de pomper une deuxième fois. Dès que vous avez fini votre prélèvement, vous refermez le flacon de formaldéhyde. Et vous lisez directement sur le tube la concentration ici. Donc ce qu'on peut lire, c'est 5 ppm. Pour chacune de ces deux mesures, vous prendrez soin de convertir les ppm en milligrammes par mètre cube et vous en ferez des encadrements parce que toutes ces mesures sont entachées d'incertitudes et ces incertitudes de mesure au moyen de la déviation standard que vous trouverez dans le manuel Draeger qui est fourni en salle.